Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes femme politique écologiste, membre du parti Europe Écologie Les Verts, et puis vous avez été en deuxième position lors de la primaire écologiste fin septembre 2020. Vous auriez pu être finalement la candidate du parti écologiste à la campagne présidentielle qui vient de s'achever pour le premier tour le 10 avril 2022. Nous sommes quelques jours après ce moment important qui a donc vu arriver au premier tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen et, dans un mouchoir à 1,5%, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, mais qui est en troisième position. Donc on se retrouve dans une situation où les électeurs et les électrices français et françaises vont avoir le choix entre Monsieur Macron et Madame Le Pen. Comment analysez-vous cette situation et comment en est-on arrivé là ? Je l'analyse de plusieurs manières. La première, c'est que pendant tout le mandat, Emmanuel Macron a cherché à faire monter et à banaliser les idées de l'extrême droite. Il l'a fait de mille et une manières. Il l'a fait en invitant les personnes à sa table, véritablement. Il l'a fait en menant des lois type la loi séparatisme, en menant la politique qu'il a menée dans des camps comme Calais, avec ce qu'on voit comme image sur les tentes, les coups de canif dans les tentes, etc. Et puis, il a aussi tenté une forme de connivence, de convivialité avec des gens comme De Villiers, comme même Zemmour à un moment. Et donc, il a cherché ce duel d'extrême droite. Il l'a. Moi, je pense que quand on joue avec des allumettes, il se peut que la maison prenne feu. Et là, on est dans cette situation. Et comment aurait-il pu ne pas arriver à ce duel ? Est-ce qu'un autre duel était possible ? Et en quoi ça dépendait de lui dans ce cas-là ? Oui, s'il avait fait ce qu'il a dit qu'il ferait, c'est-à-dire en 2017, donner des gages sur la gauche. Et je pense qu'il n'a jamais voulu faire ça. Et donc là, aujourd'hui, c'est de sa responsabilité d'aller chercher un électorat de gauche et écologiste qu'il n'a cessé d'humilier en fait pendant toutes ces 5 années. Et maintenant, quand je l'entends dire il y a un front républicain obligatoire, il y a un barrage nécessaire, indispensable, automatique, et moi je lui dis moi je voterai Macron, il n'y a pas de doute, mais c'est pas moi qu'il faut convaincre. Et il y a plein de gens que vous avez tellement humiliés, quand on dit à quelqu'un et des chômeurs, vous allez devoir traverser la rue, ou alors on va diminuer vos allocations chômage parce que vous avez trop d'argent que vous restez sur votre divan affalé à regarder la télé. Je veux dire, tout ça, c'est de l'humiliation, c'est du non-respect, c'est ce qu'on a fait aux Gilets jaunes, c'est tout ça. Et c'est évidemment cette loi climat absolument incroyable. Donc là, aujourd'hui, il a une responsabilité, c'est d'aller chercher ces électeurs-là, parce que sinon, il ne passera pas. Et donc, ça passe par le fait qu'il descende de son piédestal, qu'il regarde cet électorat comme un électorat qui revendique des choses et qu'il donne des signes. Mais c'est pas seulement une question de personne, même si évidemment elle est importante, y compris dans cette élection très particulière et propre à la France, ou quasiment propre à la France, qu'est l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il représente comme politique en fait ? Il représente une politique ultra-libérale. Ultra-libérale. Et j'ai envie de dire une politique ultra-libérale des années 80 même. C'est-à-dire que c'est même pas une politique ultra-libérale d'aujourd'hui, c'est ça qui est fou. C'est que c'est vraiment la politique des années 80. L'histoire du RSA avec les 15 heures ou 20 heures par semaine de travaux dus à la collectivité, c'est les mini-jobs et les midi-jobs qui ont été mis en place en Allemagne avant Angela Merkel. Donc en fait, c'est comme si on avait 20 ans d'écart, 40 ans de retard sur une politique néolibérale dont on a vu dans tous les autres pays qu'elle faisait nettement progresser la pauvreté, qu'elle aggravait nettement les inégalités et qu'elle mettait les gens les plus vulnérables sous pression permanente de perdre le peu qu'ils avaient. Et ça, c'est pas digne d'une histoire de la France, pour le coup, et pas digne d'une histoire sociale de la France. Même si finalement, elle est à droite depuis longtemps et que la droite, la bourgeoisie même, a toujours été à la fois peut-être presque plus violente que dans d'autres pays. Enfin, je pense à la Commune dont on a fêté l'anniversaire, déplorer l'anniversaire l'année dernière, et qui s'est traduit par une violence à l'égard des ouvriers et du peuple énorme, avec des milliers de morts. Et à nouveau, avec les Gilets jaunes, il y a eu aussi une violence extrêmement grande. Donc, est-ce qu'il n'est pas dans cette continuité d'une certaine droite française ? Oui, mais il n'a pas été élu par ces électeurs-là.
Et c'est ça ce qui fait la différence. Il aurait été élu sur un programme de droite avec les électeurs et électrices de droite. Très bien, il fait sa politique de droite, c'est la démocratie, on peut le regretter, c'est comme ça. Mais là, il n'a pas été élu par les électeurs et électrices de droite. Il y a nombre d'électeurs et d'électrices de gauche et écologistes qui lui ont donné sa voix. Et il n'a eu de cesse que de les ignorer, de les humilier, de les marginaliser. Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de mobilisation spontanée et qu'il ne pourra pas y en avoir. Et donc, c'est à lui d'aller chercher, mais j'ai envie de dire, Sarkozy allait chercher la croissance avec les dents, qu'il aille chercher les électeurs avec les dents. Hein, parce que là, il va falloir vraiment qu'il aille les chercher un par un. Parce que vous pensez qu'il y a un risque que M. Macron ne soit pas élu ? Oui, je pense qu'il y a un risque, oui. Et ça serait quoi une France qui aurait porté Madame Le Pen à la présidence de la République ? Alors ça, la candidature Zemmour a banalisé une forme d'extrême droite. C'est-à-dire que cette candidature qui a été portée avec une violence inouïe, avec des mots, des propos, un racisme, un sexisme complètement décomplexé, a finalement, d'une certaine manière, recentré Marine Le Pen sur quelque chose qui est plus acceptable. Donc ça, il y a une responsabilité lourde là-dedans. Je me demande même dans quelle mesure ça n'était pas une stratégie définie. Ça, peut-être le saura-t-on un jour ou peut-être jamais. En concertation, vous voulez dire, entre Madame Le Pen et M. Zemmour ? Ça pourrait, en tous les cas. Ça pourrait. L'autre chose, c'est que donc on voit Marine Le Pen maintenant comme un personnage qui finalement est plus fréquentable que Zemmour. Et puis, elle a eu toute une stratégie avec ses chats, à montrer que c'était une femme comme une autre, etc. Mais ce que je dis aux électeurs et électrices qui nous écoutent, c'est qu'il y a Marine Le Pen et il y a tous les réseaux sur lesquels elle s'appuie pour mener sa politique et tous les réseaux sur lesquels elle s'appuiera pour mener sa politique. Et ces réseaux-là sont des réseaux d'extrême droite. Ça veut dire que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, alors il y aura des préfets d'extrême droite, il y aura des hauts fonctionnaires d'extrême droite, il y aura le président, par exemple, du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui s'appelle maintenant différemment, mais qui seront d'extrême droite. Et en fait, il y aura les responsables des grandes juridictions qui seront d'extrême droite. Et en fait, ça va changer complètement la donne. C'est pas que une question de 2 ou 3 grandes lois. Ça va être dans toute la pratique de l'État, mais y compris parmi les fonctionnaires qui, par exemple, auront à contrôler le RSA ou pas le RSA. Et donc, c'est toute une pratique de l'État qui va se modifier et qui va être empreinte d'extrême droite. Et j'ai envie de dire aux électeurs et électrices, attention, parce que ça, c'est irréversible d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'une fois que ces personnes-là sont installées, eh bien, durablement, ils restent dans l'administration. Et par ailleurs, l'extrême droite a ceci de particulier qu'une fois que vous la mettez au pouvoir, vous ne savez pas si elle repart. Vous ne savez pas si elle quitte le pouvoir. Donc ça n'est pas une question de donner un coup de pied dans la fourmilière une fois. C'est la question de donner un avenir à la France qui soit marqué par cette extrême droite. Donc je dis attention, aucune voix ne doit aller là-bas. Maintenant je dis aussi à Emmanuel Macron, vous avez une responsabilité historique. La balle est dans votre camp, c'est à vous de le faire. Ça ne peut pas être à nous. Et vous ne pouvez pas faire porter la responsabilité à nous, leaders et leaders de gauche, de dire vous n'avez pas été clair. Ça, c'est à vous d'aller chercher ces électeurs-là parce que c'est vous qui avez choisi ce terrain-là. Donc maintenant c'est à vous d'aller les chercher. Et pour ça il va falloir influencer votre programme électoral. Vous voudriez qu'il fasse une sorte de retournement complet de sa politique, parce que sa politique, vous sauriez mieux la définir sans doute que moi, mais où nous serions d'accord, mais c'est pas d'écologie, sinon dans les mots, c'est un recul des libertés important, c'est un mépris des gens, des pauvres, des chômeurs, vous l'avez rappelé. C'est l'application d'un programme encore plus néolibéral avec la retraite à 65 ans et le RSA éborgné et la sécurité sociale limitée, etc., etc. La privatisation progressive de l'éducation nationale. Bon, on en passe et des pires. Est-ce qu'il peut, dans les 15 jours, dans les 10 jours, revenir à tout ça et même s'il disait maintenant je vais faire de l'écologie, par exemple, est-ce qu'on pourrait le croire ? C'est à ça qu'on reconnaît les hommes d'État, en fait. C'est à ce moment-là qu'on les reconnaît. C'est au moment où il faut prendre des responsabilités qu'on reconnaît... Concrètement, quelle responsabilité qu'est-ce que vous lui demanderiez de dire ? Par exemple, qu'il fasse une véritable politique écologiste, qu'il amnistie les gilets jaunes, qu'il revienne sur sa réforme de la retraite, qu'il renonce à sa réforme du RSA, qu'il donne des gages aux personnes qui sont dans les logements sociaux et qu'il réaugmente les APL. C'est ça qu'il doit faire. Et qu'il arrête avec cette idée d'ennemi de l'intérieur, parce qu'à chaque fois qu'il fait des lois sur le séparatisme ou sur je sais pas quoi, en fait il accrédite l'idée qu'il y a un ennemi de l'intérieur et donc derrière il va jouer sur le terrain de l'extrême droite. Et je dis, on perd si on joue sur le terrain de l'adversaire. C'est un truc de base, quoi. Donc là, il doit revenir sur le centre. Il se revendique centriste. Eh bien, qu'il revienne sur le centre. Je lui demande pas d'être un ultra-gauchiste. De toute façon, il peut pas l'être. Mais qu'au moins, il revienne sur le centre et qu'il arrête de faire du pied à un camp politique qui ne l'a pas élu. Ou du moins, qui n'a pas été l'ensemble de ses électeurs.
Et vous croyez qu'il peut le faire? Je crois que c'est à cela qu'on verra que c'est un homme d'État ou pas. Et je pense que s'il ne le fait pas, alors il aura une responsabilité historique. Et que son nom restera dans les livres d'histoire comme celui qui a trop joué avec les allumettes. On parle du coup de l'extrême droite, mais en fait, on peut aussi dire que l'extrême droite, ou la droite extrême, a gagné la bataille des idées, alors que l'écologie ne semble pas l'avoir fait. Des idées politiques dans le champ politique. Alors, est-ce que l'extrême droite a gagné la bataille des idées face à l'écologie? Elle a gagné la bataille des idées, pour l'instant, temporairement, dans le monde politique, dans le petit monde politique, j'ai envie de dire. Elle n'a pas forcément gagné la bataille des idées dans la population dans son ensemble. Mais aujourd'hui, il y a une telle défiance vis-à-vis du politique que toute la partie de la population qui appelle des réformes radicales en matière d'écologie, en matière de social, se détourne complètement du politique parce qu'il n'y a plus de confiance. Mais quand je dis ça, je suis même en deçà de la réalité. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il n'y a pas de confiance, c'est qu'il n'y a même pas de capacité à écouter, il n'y a plus de dialogue, il n'y a même plus de contact, en fait. Ce sont des gens qui essayent de s'organiser, de survivre, d'être dans des formes alternatives aussi. Beaucoup d'organisations, on le voit avec les ZAD, on le voit avec plein d'autres choses comme ça, qui fleurissent partout sur le territoire, en fait. Et donc, toutes ces personnes-là ne veulent même plus entendre parler de politique. Ça n'est même pas le sujet pour eux, quoi. Et donc, cette France-là, elle existe aussi. Et moi qui ai parcouru la France, là, ces derniers mois, de manière importante, je suis à chaque fois surprise de l'ampleur qu'elle a. C'est-à-dire que partout, il y a ce type d'initiative. Et donc, ces personnes-là ne demandent qu'une seule chose, c'est à être mises en mouvement, en réalité, et à trouver une forme de débouché politique à ce qu'elles pratiquent tous les jours. Et ça existe. Aujourd'hui, elles ne trouvent pas de débouché politique. Et ça, je pense que, pour le coup, on a une responsabilité à gauche et dans l'écologie de ne pas avoir donné ce débouché. Et pourquoi Europe Écologie Les Verts ne l'a pas fait? Pourquoi, vous me direz si la France Insoumise ne l'a pas fait? Et pourquoi le Rassemblement National et le parti de M. Zemmour semblent l'avoir fait? On est dans un moment de bifurcation. C'est-à-dire, d'un côté, on s'accroche à un modèle existant et on s'y accroche de toutes ses forces, de la manière la plus irrationnelle qui soit et la plus passionnelle qui soit. Ça, c'est l'extrême droite, c'est-à-dire c'est vraiment un conservatisme où on voit bien qu'on revisite même l'histoire de la France, qu'on la nettoie des aspects qui nous plaisent pas, etc. Et puis l'autre branche de la bifurcation, c'est de prendre un modèle social, écologique, solidaire, égalitaire, radicalement différent de celui que nous avons actuellement. Et donc nous sommes à ce moment de bifurcation. Et je crois que la gauche et l'écologie n'a pas assez dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on se disait qu'on allait poursuivre le modèle en l'améliorant. Et je crois que tout le monde sent confusément, même si il n'intellectualise pas forcément, mais tout le monde sent confusément qu'on arrive au bout de quelque chose là. Et donc, je crois qu'il faut être extrêmement clair sur ce que l'on entend faire et sur là où on emmène les gens. Et avoir peur de la clarté, c'est immédiatement susciter une forme de non-adhésion, voire une forme de distance vis-à-vis du discours. Parce que les gens le sentent. Enfin, je veux dire, les électeurs et électrices, ils sont pas stupides, hein, donc ils sentent extrêmement bien. Et là, ils sentent qu'il y a quelque chose à faire. Et je crois qu'ils attendent qu'on leur explique clairement que oui, le chemin n'est pas pavé de manière simple, il va pas être facile à emprunter. Oui, on ne le connaît pas complètement, ça aussi il faut le dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vision très claire de ce que ça va être ce chemin. Mais par contre, on s'engage sur une chose, c'est à y aller ensemble de manière égalitaire et solidaire. Et c'est ça en fait, parce que pour moi la radicalité a ceci d'inquiétant qu'on ne sait pas ce qui va déboucher derrière. Mais ce qu'il nous faut porter dans le débat politique, c'est une radicalité protectrice, une radicalité qui protège les personnes et qui mettent comme socle de cette radicalité et socle non négociable l'égalité. L'égalité. Et ça, à partir de là, on peut y aller tous ensemble. Si on y va en groupe sur le chemin de la bifurcation écologique et sociale, quelque part, on y va tous ensemble. Et donc, on a tous notre part de décision à prendre. On a tous notre défrichage de chemin à faire. Et en fait, c'est très enthousiasmant, ce truc-là. Mais on n'arrive pas à le porter dans le débat politique comme ça parce que je pense qu'on est encore trop colonisé par les discours de celles et ceux qui s'opposent à nous. Ça veut dire quoi, radicalité ? La radicalité, ça veut dire radicalement changer notre mode de vie, notre mode de consommation, notre mode de production, assumer le fait qu'on doit sortir absolument d'une société de consommation, qu'on doit absolument sortir d'une société de profit, que le profit n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, le profit. Mais je dirais même plus loin, le PIB n'a pas de sens. C'est-à-dire que là, tous les indicateurs à l'aune desquels on mène toutes nos politiques, que ce soit les politiques publiques ou les politiques d'entreprise ou les politiques d'administration, aucun de ces indicateurs n'a de sens.
Donc en fait, c'est radicalement changer notre manière de voir les choses. C'est faire en sorte que les gens vivent bien, heureux, qu'ils soient moins malades, qu'après ils travaillent ou ils travaillent pas, finalement c'est secondaire. Alors ça, c'est révolutionnaire de le dire, mais c'est secondaire. Et ça, votre parti a manqué de clarté à ce propos ? Je crois qu'il y a eu des choix stratégiques qui étaient des choix stratégiques déjà que j'ai contesté, ça n'a pas été un secret puisque c'est au nom de ça que je me suis fait virer. Vous êtes fait virer ? Que je me suis fait virer de la présidence du conseil politique de Yannick Jadot. Voilà, moi je pense qu'il y a eu un problème de définition d'une stratégie, ou du moins la stratégie vers laquelle ça a été, moi je n'étais pas d'accord avec. Après, il faut quand même comprendre que là, la radicalité, et on le voit dans ce premier tour de la présidentielle, paye, puisque Jean-Luc Mélenchon est à 20%, et qu'il n'a pas fait mystère de sa radicalité. Et que finalement, c'est ça qui a fait... Et autre bilan de ce premier tour de la présidentielle, et ce qui me fascine d'ailleurs, c'est que en fait, le peuple de gauche et de l'écologie est unitaire. C'est-à-dire que quand il y a un candidat qui se dégage, tous et toutes vont vers ce candidat-là. Ça veut donc dire que les partis politiques qui ont essayé de sauver leur boutique plutôt que d'aller vers l'unité, ont aussi une forme de responsabilité. Parce que l'union de la gauche était quelque chose de très, très, très attendu dans la population. Et on n'a pas été au rendez-vous de l'histoire là-dessus. Et quand je dis on, pour le coup, je m'inclus dans ce on qui n'est... Et je pense avoir été la seule à prôner l'union du début jusqu'à la fin. Et je pense d'ailleurs que ça m'a coûté la primaire. Je pense que c'est précisément ce point-là qui m'a coûté la primaire. C'est-à-dire ? Je pense que c'est sur ce point-là que une partie, notamment d'Europe Écologie, n'a pas suivi et est allée vers Yannick Jadot. De la gauche. Oui, puisque Yannick Jadot avait dit qu'il ne le ferait pas. Reporter. Le quotidien d'écologie. Sandrine Rousseau, la campagne de Yannick Jadot pour la présidentielle de 2022 est-elle réussie ou ratée ? On regarde à l'issue, évidemment, c'est pas une grande réussite si on regarde le score. Après, il faut aussi dire deux choses. C'est que déjà, je pense beaucoup aux militants et militantes là depuis hier qui se sont mobilisés tout le temps, qui ont milité pendant leur jour de congé. Parce que c'est pas facile non plus d'être militant politique. Et puis là, ils ont fait vraiment des efforts énorme pour cette présidentielle, et puis bon voilà, ça tombe en dessous de 5, et donc c'est raide, c'est dur, et donc une pensée pour eux, parce que c'est un sacerdoce des fois d'être militant et militante. Et puis après je me dis que on n'a pas fait les bons choix, mais surtout, je crois qu'au-delà des bons choix, il y a quelque chose qui s'est imposé dans cette campagne écologiste, et je crois que finalement, c'était un peu la première fois, qui était une forme d'autoritarisme. Ça s'est vu avec Alain Coulombelle quand il a été viré du porte-parole. Ça s'est vu avec moi quand j'ai été virée de la présidence du conseil politique. Ça s'est vu avec, cette dernière semaine, avec les personnes qui ont dit qu'ils voteraient Mélenchon et qui ont été virées. Et en fait, c'est pas ce qu'on attend des écologistes. Les écologistes, on attend au contraire une forme de bienveillance, on attend aussi une forme de biodiversité. C'est-à-dire le fait qu'on puisse aller dans le même sens tout en ayant des opinions différentes et percevoir les choses de manière différente. Et cette biodiversité, ce pluralisme, il va falloir qu'on le retrouve. Parce sinon, on n'est pas crédible en fait dans ce que l'on porte. Et personne n'a envie d'une écologie autoritaire en vrai. C'est qu'Yannick Jadot avait un comportement avec ses proches autoritaire. Non, je ne parle pas de Yannick Jadot, là, je parle de l'ensemble de la manière dont ça s'est fait. C'est-à-dire que face à des divergences, la réponse qui a à chaque fois été portée était de virer les gens. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un flou stratégique, peut-être l'idée de se dire on va récupérer la place du Parti socialiste qui est en déshérence, et donc on va être une espèce de social-démocratie centriste sans être très clair par rapport à ce qu'on appelle en France le libéralisme, qui est en fait le capitalisme. Est-ce qu'il n'y a pas le refus d'appliquer des mesures radicales comme vous le disiez? Est-ce que le désir de respectabilité qui s'est traduit à un moment par le fait que le candidat a porté une cravate
Enfin voilà, je sais pas. Voilà, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est que au nom d'une gouvernabilité, on a confondu gouvernabilité et conformisme. Du moins, c'est l'analyse que moi je pose. Et personne n'attend de l'écologie qu'elle soit conformiste. Au contraire. Gouvernabilité, c'est-à-dire l'idée, nous sommes capables de gouverner. Oui, c'est ça. Nous sommes capables de gouverner, et au nom de ça, on se conforme à un modèle. Et moi, je pense qu'on n'attend pas du tout de l'écologie qu'elle se conforme à un modèle. Au contraire, on attend de l'écologie et de l'écologie politique en particulier qu'elle soit en permanence rebelle au modèle qu'on impose à elle. Et ça, je crois que c'est vraiment une erreur presque fondamentale, de donner des gages de conformisme, alors que c'est précisément l'écologie politique ne peut pas l'être. Et ne peut pas l'être avec le modèle tel qu'il est en plus actuellement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que on est allé sur plutôt le centre de l'échiquier, mais un centre qui... Parce qu'à la limite, pourquoi pas aller au centre? Si vraiment il y a une majorité pour y aller, commençons par là, puis on verra après. Mais sans revoir, et ça c'est le deuxième point qui me semble très important, sans revoir... Comment je peux exprimer ça? La question de l'hégémonie ou du rapport de pouvoir ou du rapport au pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit... Enfin, certains se sont dit, parce que moi je me suis pas dit, mais certains se sont dit, voilà, c'est la fin du PS, donc on va devenir hégémonique à la place du PS. Et en fait, cette manière de faire de la politique par l'hégémonie, ou cette manière de faire de la politique par le pouvoir, je pense aujourd'hui ne correspond plus du tout à ce qui est attendu par une partie de la population, et particulièrement la partie de la population qui pourrait voter pour nous. Et je crois qu'on n'y arrivera pas sans refonder profondément notre manière d'être au pouvoir et notre manière de l'exercer aussi. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs que la plupart des municipalités qui ont été gagnées par les écologistes l'ont été sur la base de dynamiques citoyennes, c'est-à-dire d'une révision complète de la manière de faire politique. Et ça, on n'a pas tiré cette leçon-là en tous les cas pour la présidentielle. Et moi, je sais si la majorité décide d'aller au centre, allons au centre. Moi, je respecte la majorité, mais dans ces cas-là, gardons quand même le fait que ça ne peut pas être dans les codes de la politique telle qu'elle est faite dans la Ve République. C'est-à-dire qu'on doit y aller avec autre chose et amener autre chose au débat, quand bien même ça reste au centre. C'est-à-dire que sur le fond des propositions, on n'est pas très tranchant par rapport au reste. Mais dans la forme, alors dans la manière de faire politique, on doit le faire. Parce que si on fait ça, alors de toute façon, en plus, on arrivera à la transformation. Parce que si vous mettez des milliers de personnes qui arrivent, qui se bougent, qui font politique ensemble, qui prennent les décisions ensemble, eh bien forcément, ça donne quelque chose d'autre à la sortie que quelque chose de conformiste. Donc en fait, pour moi, on n'a pas tiré complètement le fil de ce qu'est l'écologie, profondément de ce qu'est l'ADN de l'écologie et qui est très attendu aujourd'hui. Ça, j'en reste très persuadée. Ça veut dire que l'écologie n'est pas faite non plus pour aller au pouvoir? Ah si, je crois que l'écologie est absolument faite pour aller au pouvoir, mais pas y aller de la manière traditionnelle dans laquelle on veut nous enfermer. C'est-à-dire pas dans une personnification à outrance, pas dans des codes politiques. Par exemple, un des trucs qui, moi, me fascine beaucoup dans la politique, c'est l'absence totale des émotions. C'est-à-dire que les émotions n'ont pas de place dans la politique. Il n'y a pas d'émotions. Au contraire, on doit être des espèces de monstres froids, très calculateurs, et avoir des tableaux Excel pour gérer au mieux, etc. Et moi, je crois que l'écologie, c'est profondément de l'émotion. C'est-à-dire qu'il faut ressentir, il faut être en accord, ressentir les choses, ressentir de l'empathie, ressentir de la colère, ressentir de l'indignation, enfin toutes les émotions qui sont humaines. Et ça, par exemple, que vous ayez un programme au centre, que vous ayez un programme plus radical, de toute façon, vous devez le revendiquer dans la sphère politique en disant, voilà, moi, je ressens ça. Je ne pourrais pas continuer à croiser sur le bord de la route des personnes qui dorment dans la rue, qui ont des logements... parce que, profondément, je n'y arrive pas. C'est-à-dire, je ne peux pas passer à côté de ces gens en restant indifférent à leur sort. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de la politique, en fait. Et l'émotion, c'est... Vous, dans la politique, puisque maintenant vous êtes revenu depuis 2-3 ans beaucoup dans la politique, si vous exprimez vos émotions, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que j'ai des tombereaux et des tombereaux d'insultes. Mais oui, mais on ne peut pas être écologiste si on a peur. On ne peut pas l'être si on a peur. Enfin, en tous les cas, on peut l'être si on a peur de ce qui va arriver par le réchauffement climatique ou la perte de biodiversité. Mais on ne peut pas l'être si on a peur des contre-pouvoirs, ou des pouvoirs en face, ou des pouvoirs organisés en face. On ne peut pas l'être. Et en fait, je pense que Yannick Jadot, en plus, avait ça en lui. Mais le truc, c'est qu'il ne l'a jamais montré, en fait. Et ça, pour que les gens nous croient, pour que les gens nous suivent, pour que les gens viennent faire avec nous, il faut qu'on donne des gages qu'on ne faiblira pas.
Et que ces émotions-là nous permettent, en fait, de tenir, bizarrement. Contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on dit souvent des émotions qu'elles affaiblissent, qu'elles vulnérabilisent, et c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'on accepte nos émotions que précisément on est capable de faire front. Et voilà, c'est une autre manière de faire de la politique. Mais vraiment, en plus, c'est très enthousiasmant. Hein. Dimanche 10 avril, l'alter-soirée électorale de Reporters et sans doute dans bien d'autres endroits, il y a des gens qui ont pleuré quand ils ont appris les résultats. Vous avez eu envie de pleurer à un moment, ou la larme à l'œil, ou qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous avez vu 28, 23 Le sentiment qui m'a saisi à ce moment-là, c'était la colère. C'était pas l'envie de pleurer, c'était la colère. La colère d'un énorme gâchis. Parce que moi, je trouve que là, s'il y a un mot que je pourrais mettre pour résumer toute la situation de ce premier tour de la présidentielle, c'est gâchis. Énorme gâchis. Parce que tout aurait pu être très différent. Si on avait fait l'union, si on avait accepté de se parler plutôt que de se taper dessus, si on avait eu une plus grande... une autre manière de faire de la politique. Voilà, et c'est un gâchis. Et je suis pas sûre qu'on ait le luxe de ce gâchis. L'union, ça aurait été entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Mais avec qui vous voulez. Mais à condition d'ouvrir la porte. Et qui a fermé la porte ? Tout le monde. Tout le monde a fermé la porte. Moi, ce qui m'a vraiment fascinée, c'est le truc de Taubira, par exemple. Taubira, c'est une femme politique qui était extrêmement reconnue pour les combats qu'elle a menés, qui était considérée comme une des femmes politiques principales, grande oratrice, portant des combats qu'elle seule pouvait porter, etc. Donc, une femme qu'on respectait. Donc, tout le monde voulait que Christiane Taubira soutienne ou vienne ou quoi. Et à partir du moment où elle est rentrée dans la course, on a cessé de lui taper dessus. Et au contraire, on n'a pas cessé de lui taper dessus. Oui, on n'a pas cessé. On lui est tombé dessus à bras raccourcis. Oui. Exactement. Mais j'ai encore été la seule à lui tendre la main en disant que cette femme était une femme de combat et qu'il fallait la respecter pour ce qu'elle est, évidemment. Et que je préférerais qu'elle soit avec nous que dans le camp adverse, évidemment aussi. Mais que ça n'empêchait rien et que ça n'enlevait rien de sa qualité de femme politique. Et le fait de taper comme ça, ça fait qu'en fait, on perd notre âme à faire ça, quoi. Parce qu'on fait uniquement une espèce de petite politique, là où on devrait au contraire prendre de la hauteur. Et ça, pour moi, c'est typique de ce qui s'est passé dans ce premier tour. C'est-à-dire que Christiane Taubira, normalement, on aurait dû lui ouvrir grand les bras. En disant, vous voulez aller à la primaire populaire, vous voulez aller à la primaire populaire. Nous, on partage ou on partage pas. À la limite, peu importe. Mais une fois que vous aurez fini ça, on se parle, on prend un café, on va manger ensemble. Franchement, on va pas se taper dessus. Et voilà, c'est ce qui s'est passé pourtant, on s'est tapé dessus. Si vous n'aviez pas été deuxième de la primaire écologiste en septembre 2020 à 1 ou 2%, je ne me rappelle plus exactement, mais que vous aviez été à la place de Yannick Jadot, quelle campagne auriez-vous menée ? Avec des scies, on met pareil en bouteille. Et on n'a plus de réchauffement climatique, on n'a plus de pierre de biodiversité. 6 mois, je ne sais pas si vous seriez venu à bout du changement climatique quand même. Non, mais je veux dire, avec des scies, on peut faire... j'aurais fait une campagne évidemment très différente. Mais... Ça aurait été quoi quand même ? Vous y aviez réfléchi, donc ça aurait été quoi les points forts que vous auriez essayé de tenir ? La radicalité, les questions sociales, non pas comme à côté des questions climatiques ou environnementales, mais au cœur de celles-ci. Parce que moi, vraiment, ce qui me fait me lever le matin, c'est que pour moi, ce sont nos rapports sociaux, c'est-à-dire ce sont nos inégalités qui génèrent le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Donc en fait, c'est pas on règle le réchauffement climatique, puis après on fait la diminution des inégalités. C'est que la réduction des inégalités va réduire le réchauffement climatique, ou du moins les émissions de carbone que l'on émet, etc. Donc en fait, ça, et puis ensuite, pour le coup, dans la primaire, on avait vraiment mobilisé une manière de faire très différente. C'est-à-dire, il y avait une ambiance dans cette équipe de primaire qui était... et d'ailleurs, il y a beaucoup des gens de l'équipe qui sont un peu nostalgiques de ce moment-là, parce que c'était un moment de très grande créativité, complètement foutraque aussi d'une certaine manière, mais en même temps ultra joyeux, ultra enthousiasmant, ultra plein d'énergie. Vraiment, il y avait énormément d'énergie. Et surtout, ce qui donnait de l'énergie, c'est qu'il y avait des gens qui étaient là pour qui c'était vital de faire ça. C'est-à-dire qu'ils ne le faisaient pas pour avoir quelque chose plus tard. Moi, il y a personne qui m'a demandé des postes, par exemple, dans mon équipe, personne. C'est moi qui suis allée chercher en disant maintenant on va alors. Mais personne m'en a demandé.
Donc, il le faisait pas pour ça. Il le faisait pas dans le cadre d'un plan de carrière ou je sais pas quoi. Il le faisait parce que, tripalement, c'était une question de survie pour eux et pour elles. C'est-à-dire que si on continuait dans un monde de discrimination, que ce soit homme-femme, que ce soit LGBTQIA+, que ce soit racial, que ce soit... Si on continuait dans un monde de discrimination comme ça, si on continuait dans un monde d'inégalité économique avec des personnes qui avaient le RSA, eh bien, leur vie était en danger. Vraiment. Leur santé mentale, leur santé physique, leur vie était en danger. Et donc, il y avait un impératif, c'était de gagner. Et moi, j'ai trouvé dans cette énergie-là quelque chose que l'on avait trouvé au moment d'Act Up, par exemple, quand les personnes se battaient contre le manque de soins sur le sida, ou qu'on avait trouvé aussi en mai 68, quand les personnes allaient au Vietnam et que c'était leur vie aussi qui était en jeu. Eh bien, il y avait ça dans la primaire. Et en fait, je crois que cette force vitale-là, cette énergie de vie, on doit la retrouver, parce que c'est ça l'écologie en fait. C'est une question de vie ou de mort. Et oui, pour bien des gens. Et donc là, c'est cette énergie vitale, cette énergie tripale qu'il nous faut mettre dans le débat politique. Et avec tout ce que ça perturbe. C'est-à-dire, oui, c'est pas les mots de la politique. Oui, ce ne sont pas les personnes que l'on a l'habitude de voir dans la politique. Oui, ce ne sont pas les corps que l'on a l'habitude de voir dans la politique. Et oui, ce ne sont pas des manières d'être en politique. Mais justement, c'est ça qui va faire exploser le système. Et donc, c'est ça que nous, on doit porter. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai envie de porter pour la suite. Reporter. Le quotidien d'écologie. Sandrine Rousseau, est-ce que c'est pas le fait d'être femme qui, à la fois, vous fait parler comme ça, si j'ose dire, en évoquant dans la politique l'importance de l'émotion, de la joie, du vivant, voilà, les mots forts que vous venez de dire, et en même temps qui handicape. C'est-à-dire que si on porte ça, on ne serait pas pris au sérieux et ça a des avantages. Alors, ça n'est pas le fait d'être femme, parce que j'ai été femme sans porter ça. J'ai été femme politique sans porter ça. Et en fait, ça ne génère pas du tout la même chose en face. Donc, si je porte ça aujourd'hui, c'est parce que je suis une femme qui a failli ne pas survivre des discriminations, en fait. Et donc, je sais, quand les gens me parlent de leur survie, du fait qu'ils sont pas complètement sûrs de passer la journée, le mois ou la semaine. Ben, je sais ce que c'est. Je fais pas semblant, je le sais. J'y suis moi-même passée par ça. Et donc, voilà, je crois qu'il y a ça. Et donc, je suis devenue cette femme-là. Alors, mais c'est par ce parcours-là aussi. C'est-à-dire qu'avant, donc, c'est pas le fait d'être femme, c'est le fait d'être femme et d'avoir eu un parcours qui permette de comprendre les discriminations, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'en passer par là, mais au moins d'avoir eu un éveil intellectuel à ce que ça génère, ces discriminations. Et puis, après, oui, ça renvoie les autres à tout ce qu'ils ont de discriminant, en fait. Le fait de poser ça sur la table. Et ce n'est pas du tout accepté. Mais moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que les plus grandes oppositions que j'ai rencontrées, les plus grands cyberharcèlements, les plus gros raids, les plus grandes menaces, y compris de viol, de mort, etc., ça vient de l'extrême droite. C'est-à-dire, ça vient de l'autre branche de la bifurcation. Et j'ai envie de poser cette question aux gens qui nous écoutent là. Et finalement, est-ce que c'est pas notre responsabilité de remuer à ce point-là l'extrême droite pour qu'elle en soit obligée à en venir à penser à des menaces de mort ou des menaces physiques ou des pressions, etc. Finalement, est-ce que c'est pas le bon signe ? Est-ce que c'est pas signe qu'on les dérange suffisamment ? Parce que si vous les dérangez pas, évidemment, ils bougent pas. Mais peut-être que c'est là aussi la bataille culturelle qu'il faut mener. Alors je sais qu'on n'est pas tous et toutes armés pour pouvoir le faire, parce que c'est pas facile. Objectivement, personnellement, c'est jamais facile. Mais je crois que c'est de notre responsabilité d'y aller, et que celles et ceux qui ont le poitrail dur parce que ça y est, les choses sont derrière elles, eh ben, qu'on soit en première ligne. Et ça ouvrira la porte pour tous les autres. Mais ça, c'est Alice Coffin qui m'avait dit ça pendant la primaire, un moment qui était particulièrement difficile, où je me prenais vraiment une violence en face tout à fait inouïe. Elle m'avait dit, écoute, toutes les journées supplémentaires où tu tiens, ça permet à d'autres derrière de venir et de s'engager, et il y en a d'autres qui prendront le relais. C'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, mais ce sera après-demain, c'est sûr. Et donc, en fait, maintenant, j'ai cette phrase non-stop en tête. C'est-à-dire que toute journée supplémentaire où je tiens, ça permet à d'autres de venir. Et ben, c'est tout. Et ben, je tiendrai le temps où je tiendrai, voilà. Est-ce que c'est pas propre à la politique ? C'est tellement dur, la politique. Enfin, on sent de l'extérieur, c'est absolument effrayant dès qu'on comprend un peu comment ça semble fonctionner, et je dirais que c'est une violence, une brutalité qui s'exprime aussi à l'égard des hommes, j'allais dire entre eux. Oui, enfin pas quand même avec la même violence. C'est-à-dire que la violence des foules, la violence des masses, c'est quand même nous qui l'avons, beaucoup, les femmes.
Beaucoup, beaucoup. Il y a toujours un enjeu de légitimité. Oui, et puis de crédibilité. Moi, ce qui m'a, par exemple, fascinée, c'est que jamais personne n'a dit que j'étais chercheuse en économie de l'environnement depuis 20 ans, quoi. Ce qui, quand même, légitime un tout petit peu les discours que je porte dans l'espace public sur les mesures économiques. Oui, on le gomme. Ouais. On le gomme. Parce qu'on ne veut pas le voir, parce que c'est plus facile. Donc oui, il y a de la violence entre hommes, mais c'est pas le même. Et c'est pas un paradoxe vous êtes féministe et vous avez porté la cause des femmes, et parmi, heureusement, beaucoup d'autres, qui sont aussi d'ailleurs des hommes. Est-ce que c'est pas un paradoxe qu'une femme qui pourrait être au pouvoir, en France, ce soit Marine Le Pen, et une femme qui est dans une culture et une politique d'extrême droite? Eh bien, c'est pas un paradoxe, parce que les femmes qui s'en sont le mieux sorties au poste élevé de pouvoir partout dans le monde sont souvent des femmes de droite ou d'extrême droite. C'est Thatcher, c'est Angela Merkel, c'est des femmes comme ça. C'est-à-dire, ce sont des femmes du camp conservateur qui rassurent sur le fait qu'elles ne vont pas justement modifier l'ordre social. Et Marine Le Pen, elle a de ce point de vue-là, en plus, tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'elle est héritière, elle est héritière d'une position politique, elle a cette voix, par exemple, qui est une voix extrêmement grave, qui renvoie à une voix d'homme, et donc elle a aussi ce positionnement politique qui fait qu'elle ne renversera pas l'ordre. Donc c'est à la fois difficile à accepter, mais c'est pas contradictoire. Et pour le coup, je trouve qu'elle a, parce qu'elle est très souvent entourée d'hommes, hein, les femmes du Rassemblement national, on les connaît pas, ou alors c'est Marion Maréchal, mais c'est la nièce, et on voit bien que c'est amour ou non-amour. Donc en fait, elle est entourée d'hommes tout le temps. Et ça, c'est ce que une sociologue comme Marie Donzel a appelé le syndrome de la Schtroumpfette. C'est-à-dire, c'est la Schtroumpfette au milieu d'un village d'hommes, et qui peut se revendiquer féministe, puisque de toute façon, elle est seule au milieu des hommes. Donc elle a une position qui, de toute façon, est particulière. Donc voilà, elle est dans ce syndrome de la Schtroumpfette, mais ça ne fait pas d'elle une femme féministe, et ça ne fait pas d'elle une alliée des féministes, loin de là, loin de là. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les 10 jours à venir. Est-ce que après, c'est finalement pas tout à fait un champ de ruines, la gauche, contrairement finalement à ce qu'on aurait pu imaginer il y a 6 mois, puisque à la fois il y a une force forte qui s'est posée, la France insoumise, et qui constitue clairement un pôle bien ancré, bien solide. Le Parti socialiste a disparu. Enfin, a subi une défaite cinglante, et qui est sans doute le résultat d'une sorte de trahison, et parce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais Macron est le successeur de Monsieur Hollande, qui avait été élu sur un programme de gauche, mon ennemi c'est la finance, et qui en fait a cédé à la banque, a cédé sur la loi du travail, a recouru au 49.3, à une politique policière extrêmement brutale, etc. Donc comment vous voyez l'avenir du mouvement? Comment d'ailleurs faut-il l'appeler? Écologiste, de gauche, émancipateur, je ne sais pas. Comment l'appelleriez-vous, ce mouvement qu'il s'agit de faire grandir? Moi, j'aimerais bien l'appeler la bifurcation. Oui, voilà. La bifurcation écologique et sociale. Bah, écoutez, j'ai pas de boule de cristal, et ça m'est assez difficile de savoir ce qui va se passer dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais vous êtes actrice, vous allez y contribuer. Oui, tout à fait, bien sûr, évidemment. Mais j'ai envie de dire aux copains et copines de la France insoumise, attention à ne pas refaire les erreurs de 2017 et celles d'avant. C'est-à-dire que on peut pas partir du principe que c'est on nous rejoint ou rien. C'est-à-dire qu'il faut trouver les modalités d'une recomposition. Et pour qu'il y ait recomposition, il faut que tout le monde bouge, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... voilà, oui, votre score est extraordinaire, enfin bravo, voilà, très bien, sauf qu'il est encore sous le plafond de verre, et que donc là il faut tirer les leçons pour qu'en 2027 on se retrouve pas comme en 2022 et comme en 2017. Et donc moi je vous dis, je veux qu'on discute. En plus j'ai plein d'affinités avec plein de gens là-bas, j'aime beaucoup en plus les personnes qui sont allées chercher durant cette campagne, des personnes dépolitisées aussi qui sont allées chercher. Qui par exemple? Les personnes des quartiers populaires, des personnes pauvres ou marginalisés. Donc, je veux dire, vraiment, j'admire ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai vraiment aucune espèce de réticence intellectuelle. Mais juste, on peut pas être dans un rapport de force, pas plus là qu'on l'a été à d'autres moments. Là, il nous faut recomposer. Donc, recomposer égale faire de la politique autrement et réinventer une manière d'être en politique. Et c'est ça, maintenant, le défi qui est face à nous. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux copains et copines de la LFI, c'est que moi, je meurs d'envie de faire avec vous. Mais par contre, sur une condition qui est... on ne dit pas c'est vous venez ou rien. On trouve une autre voie.
On trouve une autre manière de faire. Ils disent, par exemple, je crois qu'Adrien Quatennens l'a redit il y a quelques jours à une émission de radio, mais ils le redisent fréquemment, on a souvent tendu la main et on nous a toujours fermé la porte au nez. Ils prennent par exemple l'exemple des régionales, où plusieurs listes communes ont été refusées par les écologistes d'Europe Écologie Les Verts quand ils étaient en position de force, alors qu'ils ont accepté d'aller quand ça les arrangeait. Oui, et ils ont raison là-dessus. Et nous, on a raison sur d'autres trucs. Mais là, c'est si on refait l'histoire depuis 20 ans des rapports, LFI, Parti de gauche, Front de gauche, ELV, oui, ils ont été compliqués. Et oui, il y a des torts des deux côtés. Oui. Et il y a des gens qui se sont mal comportés des deux côtés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais maintenant, on passe à autre chose. Ou alors sinon, on vit dans le passé. Et on est toujours dans œil contre œil, dent pour dent. Et donc, on est toujours dans la vengeance de quelque chose qui s'est passé de l'autre côté. Et on s'en sort jamais. Donc, vraiment, là, moi, je dis maintenant, on arrête avec ça. Et moi, pour le coup, j'ai très peu d'histoire avec ça, puisque la seule fois où j'ai eu maille à partir avec ça, c'était au régional en 2015 dans le Nord-Pas-de-Calais, où pour le coup, on a fait alliance avec LFI. Donc voilà. Donc prenons aussi des personnes qui n'ont pas envie d'avoir cet héritage comme des boulets qu'on traîne à chaque pied, et qu'on fasse autre chose. Et à des moments, c'est aussi la responsabilité des leaders politiques et des leaders d'opinion, j'ai envie de dire, que de faire table rase du passé, que d'effacer. Oui, c'est pas complètement sûr que les deux colonnes soient complètement à égalité. Ça, personne ne pourra jamais le dire. Donc oui, il est probable qu'un camp estime que sa colonne est plus longue. Très bien, mais en fait, on n'en est pas là. Là, maintenant, il y a une urgence telle, il y a une urgence sociale telle, il y a une urgence écologique telle, il y a une urgence politique telle que maintenant, on ne peut pas... C'est pas à la hauteur que de refaire le passé et d'être dans l'épisode précédent, quoi. Là, maintenant, on doit être dans la construction des séries qui arrivent. Et moi, en tous les cas, je suis à disposition pour discuter là-dessus, et ce sera même avec grand plaisir. Et vous le ferez à quel... comment est-ce que, pour être clair, vous envisagez de diriger ou d'être, je ne sais pas, le titre à Europe Écologie Les Verts, secrétaire national peut-être, de briguer la responsabilité de ce parti? Mais step by step, étape par étape, on va voir ce qui va se passer dans les jours, les semaines qui viennent. Et je prendrai toute ma part de responsabilité partout où ce sera nécessaire que je la prenne, évidemment. J'ai pas fait tout ça pour rien, je suis pas revenue à la politique pour maintenant laisser en plan tout ce qu'on a commencé. Donc oui, je ferai en sorte que ce que l'on porte, la ligne politique que l'on a construite collectivement, soit présente partout où c'est possible d'être présent. Et de peser même partout où c'est possible de peser. Mais oui, c'est la politique, ça, pour le coup. Dans les instances qui sont les nôtres. Après, ça ne veut pas dire que ce sera à la vie, à la mort. C'est la démocratie, donc on ira jusqu'à la démocratie. Mais... C'est-à-dire de vous présenter au vote d'une prochaine élection au sein d'Europe Écologie Les Verts, quand ce parti tirera la leçon, l'analyse de cette campagne qui a échoué. Et que vous direz... J'espère qu'on sera en mesure de faire cette critique sans être dans une culpabilisation, mais en étant dans une critique constructive sur comment on fait la suite. Bien sûr, il faudra le faire, ça. Il faudra le faire. Et quand vous me demandiez tout à l'heure quelle serait ma campagne par rapport à Yannick Jadot, moi je pense que la question que vous ne m'avez pas posée, mais à laquelle je vais répondre, c'est finalement comment ça aurait pu se passer aussi, ce post-primaire de manière différente. Et je pense qu'on avait une complémentarité, Yannick Jadot et moi. C'est-à-dire que Yannick Jadot, il avait quelque chose de rassurant, justement, vis-à-vis d'une population à laquelle moi, je ne parle pas, par exemple, voire même qui est complètement rétive à ce que je peux dire. Et moi, j'allais chercher d'autres personnes auxquelles Yannick Jadot ne parle pas forcément. Et c'est cette complémentarité-là qui, à mon sens, aurait été la plus bénéfique. Et j'ai envie de vous dire, quelque part, quel que soit celui qui était devant. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'était comment on faisait vivre ces deux lignes-là et comment on arrivait à parler à un ensemble qui était beaucoup plus large que la base sur laquelle on était chacun. Et ça, c'est, à mon sens, là qu'a été la faille principale, en fait. Une question peut-être étrange, mais par rapport à tout ce dont on vient de discuter, mais la question du nucléaire reste en fait assez cruciale pour un pays comme la France, avec les choix qui sont affichés aussi bien par M. Macron que Mme Le Pen. Est-ce que vous considérez, comme certains, qu'il faut faire avec le nucléaire ou que vous restez sur la ligne traditionnelle des écologistes, le nucléaire est une voie sans issue?
Ah non, moi je reste sur l'idée qu'il faut absolument sortir du nucléaire, mais pas au nom d'une transition énergétique, je vais vous dire, en fait. Moi, les trucs de kilowattheure, d'émissions de carbone par kilowattheure et tout ça, c'est pas mon sujet principal, aussi bizarre que cela puisse paraître. Moi, mon sujet principal, c'est qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants ? Et qu'est-ce qu'on fait que notre mode de vie n'impacte pas des générations et des générations derrière. C'est tout. C'est le seul argument. Or, à partir du moment où vous émettez des déchets qui sont actifs plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'années, eh bien, pour votre confort immédiat, aujourd'hui, pour brancher votre smartphone ou votre voiture électrique, eh bien, vous mettez en danger la vie de dizaines, de centaines, de milliers de générations derrière vous. Ça, pour moi, éthiquement, ça n'est pas possible. Donc, c'est tout. Après, je sais qu'en France, c'est un sujet sensible. Et je sais même que c'est sans doute un des sujets qui est aujourd'hui un plafond de verre pour nous. C'est-à-dire ? Mais je pense que la France a tellement été biberonnée au nucléaire qu'elle n'est pas capable d'entendre Enfin, plein de gens ne comprennent pas un discours anti-nucléaire. Mais c'est là aussi une bataille culturelle à mener. Et derrière la question du nucléaire, il y a une question beaucoup plus fondamentale, qui est à quel prix organisons-nous notre plaisir ? À quel prix pour les autres organisons-nous les conditions de notre plaisir ? Ça, pour moi, c'est la question fondamentale de l'écologie. Et aujourd'hui, on organise notre plaisir et notre satisfaction au détriment de tout le monde, au détriment des générations futures, au détriment des pays du Sud, au détriment de tout le monde. Et on le fait sans vergogne, on le fait sans aucune culpabilité. Et bien ça, c'est notre problème. Et ça, c'est notre problème de toute puissance vis-à-vis de notre confort et de notre niveau de vie. Et j'ai l'habitude de dire, c'est une phrase qui évidemment est un peu trash, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous préférez ? Vos SUV ou vos enfants ? Et si vous n'êtes pas capable de regarder vos enfants en disant, j'ai préféré mon SUV, mais dans ces cas-là, c'est que vous avez quelque chose d'écologiste, donc venez. Sandrine Rousseau, merci. Merci à vous. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/dons. Reporter. Le quotidien de l'écologie.